tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Autour des salles obscures. Alors cette fois-ci, comme je l'avais dit la dernière fois, eh bien, on va parler d'un film de 2001, Le Pacte des loups, un film de Christophe Gans, que j'avais pu voir à sa sortie au cinéma, qui avait fait 5,2 millions d'entrées à l'époque, et ensuite qui avait pu bénéficier d'une superbe vie en vidéo, avec notamment ce coffret donc DVD que j'avais acheté pareil à l'époque en 2002, qui contenait donc 3 disques, le film de making-of, plusieurs making-of, pardon, et puis voilà un superbe fourreau qui se dépliait comme ceci. Et j'avais également pu récupérer donc le DVD du magazine DVD Vision qui était sorti en même temps. Voilà. Le film a été réédité il n'y a pas longtemps en Blu-ray HD, enfin, voilà, dans d'autres éditions, mais celle-ci était vraiment pour l'époque une édition énorme. Le Pacte des loups a été réalisé par Christophe Gans. Donc Christophe Gans, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est au départ un journaliste qui a créé notamment le cultissime Starfix. Donc là, je vous présente le numéro 4, mais j'ai les premiers numéros en haut. Et puis également, dans les années 90, il s'est intéressé au cinéma asiatique avec donc HK Video, donc le superbe magazine voilà, qui parlait de John Woo, de Ringo Lam, enfin tout ce qui venait de Hong Kong, le cinéma asiatique en général, mais de Hong Kong en particulier. Voilà. Donc Christophe Gans, c'est également un cinéaste. Après avoir, si j'ose dire, terminé sa carrière de journaliste, eh bien Christophe Gans, un peu à l'instar de François Truffaut, eh bien, a embrasé une carrière de cinéaste, tournant dans un premier temps le segment du film à sketch Necronomicon, d'ailleurs de manière apparemment totalement clandestine aux États-Unis, et puis surtout en 95, Crying Freeman, donc l'adaptation d'un manga, donc je possède ici ce superbe double laserdisc. Voilà, il faut savoir que Christophe Gans est très attaché au support physique. Et à l'époque, le plus beau sport physique c'était Laserdisc, et Christophe Gans n'avait pas hésité à mettre la main à la poche pour offrir ce superbe double disque. Le film sur la face 1, enfin sur les deux premières faces, et différents making-of, interviews, reportages, zoom sur les effets visuels, et des extraits de Necronomicon sur le deuxième disque. Christophe Gans est également un analyste de cinéma extrêmement intelligent, extrêmement pointu. Il suffit de voir pour ça l'interview qu'il a réalisée pour l'analyse qu'il a fait pour le film Chasse à l'homme de John Woo, alors qui est considéré comme un film mineur dans la discographie de John Woo, mais justement Christophe Gans démontre que 1, c'est pas un film si mineur que ça, que 2, le film a énormément de qualité, et que de 3, il analyse de manière extrêmement pointue les ressorts dramatiques du film, le moment où le film va basculer, où le cinéma de John Woo va prendre le pas sur le cinéma hollywoodien, et ainsi de suite. C'est beaucoup plus intéressant que les chroniques lapidaires qu'on avait pu lire à l'époque. Voilà. Alors, Le Pacte des loups, c'est son deuxième film, seulement un film extrêmement ambitieux, 23 semaines de tournage, il y en avait 15 de prévus, un gros budget, un film en costume qui va mêler également de l'horreur, des arts martiaux, à la Hong Kong évidemment, l'aventure, l'action historique, voilà, c'est un énorme shaker, Christophe Gans prend tout ça, il prend 30 millions d'euros de budget, il mélange tout ça et il arrive à un long métrage de 2h30, voilà, qui va au final rapporter 70 millions de dollars sur toute la planète, dont 10 rien qu'aux États-Unis. Voilà, donc très gros succès, je dis plus de 5 millions d'entrées en France. L'histoire, je vous la résume en quelques mots, donc Grégoire de Fronsac, donc c'est un chevalier philosophe et libertin, qui est incarné par Samuel Le Bihan, on trouve ici un de ses meilleurs rôles, vient enquêter en Gévaudan sur les méfaits d'une bête sanguinaire qui depuis 3 ans ensanglante la région. Il est accompagné de Mani, donc c'est un Indien iroquois qu'il a ramené d'Amérique, Mani qui est interprété par Marc Dacascos, qui était déjà héros de Crying Freeman. Petit à petit, il se rend compte qu'un homme est derrière la bête, que ce n'est pas juste un simple animal. Fronsac va également tomber amoureux de Marianne, la fille d'un noble du coin, donc interprété par Jean-Yann, et dont le frère, joué par Vincent Cassel, lui aussi excellent, cache de lourds secrets. Voilà. Donc d'un point de vue historique, l'histoire suit à peu près ce qui s'est passé en Gévaudan, notamment avec le loup abattu, qui est empaillé, qui envahit à Paris, dont on sait que ce fut une supercherie. Voilà. Ensuite, le film va s'orienter vers une direction plus artistique, plus fantastique, et le fameux complot, le fameux pacte des loups. Cela dit, l'hypothèse que l'on retient la plus généralement pour expliquer les méfaits de la bête de Gévaudan, c'est qu'un animal, voire plusieurs, furent ramenés d'Afrique par une famille de chasseurs, donc les Chastel, et été utilisé par un noble sadique, le comte de Morangis. Voilà. Le fait que la bête attaquait les plus faibles, pouvait sembler se trouver à plusieurs endroits différents en même temps,
et surtout disparaissait régulièrement, quasiment aux yeux de tout le monde, bah, ça implique vraiment à une intervention humaine. Donc Christophe Gans et son scénariste ont donc brodé sur cette histoire, et donc nous tiennent en haleine pendant 2h30 de tout le métrage. Voilà. Donc Fronsac, lui, va trouver quelques alliés dans sa quête de vérité. Donc Sylvia, donc une prostituée qui est en fait une espionne au service de Rome, du Vatican, donc qui est incarnée par Monica Bellucci. Thomas Dapter, qui est joué par Jérémy Régnier, qui est un jeune noble qui va l'aider donc à traquer la bête. Et c'est intéressant, qui est également joué par Jacques Perrin, quand donc ce personnage est plus âgé, et Jacques Perrin qui est le narrateur du film. Alors, on le voit, Christophe Gans s'est entouré de jeunes acteurs, d'acteurs ambitieux, d'acteurs en devenir, mais également d'acteurs solides. Il rend ainsi hommage à tout un pan du cinéma français. J'ai déjà évoqué Jean-Yann tout à l'heure. Voilà. Donc un casting éclectique qui mêle la vieille garde française, je veux dire, à des jeunes acteurs qui montent. Alors, une mise en scène extrêmement élégante. Christophe Gans puise dans les films de KPDP des années 60, mais également la saga des Angéliques, les films comme Le Bossu, des films d'aventure comme Fantomas, mais également dans la filmographie de Hong Kong, des combats ralentis, voire des arrêts sur image lors de la mort d'une bergère, un montage extrêmement abouti, extrêmement lisible. On peut également voir une belle influence de Sergio Leone dans la gestion des gros plans. Gans revendique ses influences, il ne s'en cache pas, mais il est sublime par sa mise en scène. Donc le film est ambitieux, mais jamais prétentieux. Au contraire, Christophe Gans veut ressusciter un cinéma populaire qu'il estime disparu depuis des années. Un cinéma qui ne prend pas le spectateur pour des gogos, mais qui leur offre un vrai dépaysement, un voyage dans le passé, une aventure spectaculaire. Les combats, ils sont extrêmement soignés. Ils sont l'œuvre d'ailleurs de Philippe Kwok, qui est un spécialiste du cinéma de Hong Kong, et donc qui a réglé tous les combats de ce film. Voilà. L'idée, c'est vraiment, je le redis, de ressusciter un cinéma populaire qui n'existait plus à la fin des années 90, début des années 2000. Voilà. Donc La Bête fut confiée au studio de Jim Henson, donc le Muppet Show, Yoda, mais là on peut dire que Christophe Gans a eu la main un petit peu moins heureuse. La créature est clairement le point faible du film, à mon sens c'est le seul point faible du film. Tant qu'elle est suggérée, le pacte des loups est puissant, mais dès que la bête est montrée, le film perd un peu de son côté mystérieux. C'est souvent le cas avec les films de créatures. Rappelez-vous Les Dents de la Mer, on ne voit quasiment jamais le requin, le film est extrêmement effrayant. Dans Alien, idem. Tant qu'on ne voit pas le monstre, on a peur. Lorsqu'on le voit à la fin, on se dit « c'est quand même un homme dans un costume », même si le design de la créature de Gir est extrêmement réussi. Là, les effets visuels de la bête sont quelque peu ratés. Ils sont mal intégrés à l'image. Alors, il paraîtrait que le nouvel étalonnage rattrape cet état de fait. Cette impression, mais personnellement, je ne l'ai pas vu. Donc, un petit bémol, mais ça serait ternir le film. L'histoire est passionnante, l'interprétation est au top, les retournements de situation sont nombreux, il y a un petit brin d'érotisme, il y a des plans parfois très violents, il y a des enchaînements de plans qui sont relativement audacieux, comme par exemple, on voit Monica Bellucci donc nue sur un lit, la caméra fait un travelling sur son corps et ses seins se transforment en collines. Honnêtement, il fallait oser, ça passe comme une lettre à la poste, je trouve, voilà. Et puis, on voit surtout la dernière partie du film est extraordinaire. On voit Fronsac, donc de chevalier libertin, un petit peu en retrait, un petit peu attentiste, qui laisse faire Manny faire tout le sale boulot, va se transformer en véritable combattant, parce que si vous avez vu le film, vous savez que Manny meurt, on va dire, aux 2/3 du métrage, et quand Fronsac se rend compte qui est derrière le meurtre de Manny et qui est derrière la bête, il va se muer en un vengeur insatiable, un vrai combattant, et là il va reprendre les mêmes coups que Manny, ainsi de suite. Et se rend compte que le libertin un peu précieux est en fait un vrai soldat, un vrai combattant, quelqu'un qui n'a pas peur de se salir les mains pour aller au bout de ses idées. Voilà. Donc la majesté de la mise en scène, elle peut se voir dans des scènes très complexes, pas forcément les combats ou la traque de la bête, mais par exemple une scène de repas où des dizaines d'invités interrogent Fronsac sur ce qu'il a pu voir en Amérique, et Fronsac va les piéger en leur montrant un animal, une truite à fourrure, en présentant ça comme un animal qu'il a ramené donc du Canada, de Nouvelle-France, comme on disait à l'époque. Et toutes ces scènes sont extrêmement bien faites, bien éclairées. C'est souvent plus compliqué pour un cinéaste débutant, et il le disait, de filmer des scènes de dialogue que des scènes de combat.
Les scènes de combat, on peut se rattraper par le montage. Des scènes de dialogue, il faut que tout soit bien millimétré. Voilà, il faut que les dialogues passent, il faut que la justesse des acteurs soit parfaite. Hein, sinon, eh bien, tout l'effet tombe à plat. Voilà. Cette scène de dialogue, d'ailleurs, nous fait penser parfois, bien, je sais pas, par exemple, à Barry Lyndon hein, de Stanley Kubrick. Franchement, on avait pire comme référence. Voilà. Donc, le Pacte des loups, certains diront que oui, c'est un film melting pot qui bouffe à tous les râteliers, qui prend juste à cause des scènes d'un autre long métrage. Je ne suis pas d'accord, là c'est un vrai film d'auteur, c'est un film personnel, où justement, eh bien, Christophe Gans va livrer ce qui pour lui est le cinéma, ce que devrait être le cinéma français. Pas uniquement des comédies tournées à la va-vite dans 2 pièces, ou des drames intimistes avec quelques acteurs. Non, non, lui, il veut vraiment mettre plein la vue à son spectateur, lui en offrir pour son argent. Je sais que c'est pas bien de dire ça, mais non, ça. En fait, Christophe Gans a tout compris. Le cinéma asiatique est également du cinéma d'Hollywood, c'est-à-dire un cinéma qui va offrir aux spectateurs un vrai dépaysement, tout en restant extrêmement intelligent dans le cas du Pacte des loups. Voilà. Donc, il assume ses influences, il livre un vrai film personnel qu'on n'a jamais revu des films de ce genre depuis, hélas, hein, même si il y a eu des tentatives, il y a eu Les Rivières pourpres par exemple, il y a eu L'Ordre de la morale, tous les deux signés par Mathieu Kassovitz, voilà, bon. Ou alors des films ambitieux, mais plutôt des comédies, comme par exemple l'Astérix de Chabat, hein, qui est une réussite sur tous les points. Voilà. Mais il est vrai que le prix élevé de films, la logistique importante exigée, les décors, les tournages en extérieur, ça a sans doute découragé les investisseurs qui préfèrent eh bien, mettre de l'argent dans des comédies sans doute plus rentables à court terme. Le Pacte des loups, c'était un vrai pari à l'époque. Hein. 5 millions d'entrées, il fallait au moins, il me semble, 3,5 millions d'entrées pour que le film rentre dans ses frais. C'était un vrai pari. Voilà. Donc de temps en temps, je le dis, on voit ressurgir voilà, quelques ovnis, comme les films d'Alexandre Aja, par exemple, certains projets de Kassovitz, hein, je le redis, L'Ordre et la morale, ou des films comme Eiffel, hein, très belle histoire qui tourne autour du concepteur de la célèbre tour, Au revoir là-haut d'Albert Dupontel. C'est voilà, des films qui n'hésitent pas à prendre des risques, n'hésitent pas à montrer quelque chose de spectaculaire, qui n'hésitent pas à sortir des sentiers battus. Mais on n'a pas vu de film aussi, à mon sens, aussi grandiose que le Pacte des loups. Christophe Gans, lui, à mon avis, il n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Son immense talent aurait dû lui ouvrir les portes d'Hollywood, ça c'est évident, bon, il n'a pas voulu. Il a accumulé les projets qui ne se sont pas concrétisés, comme par exemple, il voulait adapter Bob Moran, il voulait adapter Rahan, il voulait faire un film sur la jeunesse du capitaine Nemo. Voilà. Bordel, mais donnez-lui 100 millions d'euros et qui réalise ces projets, qui montre que le cinéma français peut rivaliser avec les Cameron, avec les Spielberg, avec les Michael Bay, pas de souci. Moi, j'adorerais le voir travailler avec Hollywood, avec un producteur aussi intelligent que Christopher Nolan, que Steven Spielberg ou James Cameron. Pour moi, Christophe Gans, il est l'égal de ces géants. Voilà. Donc 22 ans après, donc le Pacte des loups reste un très 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 grand film. Ces quelques petits défauts que j'ai décrits tout à l'heure se noient dans un océan de qualité. Hein. On espère toujours que Christophe Gans sera donné un successeur aussi génial à ce film. Hein. Il suffit de regarder La Belle et la Bête, la version de La Belle et la Bête qui enterre de 100 coudées celle de Disney, enfin, la version live de Disney, ou alors même Silent Hill, hein, qui est à mon sens la plus meilleure adaptation d'un jeu vidéo en live. Franchement, on n'a pas fait mieux que Silent Hill. Voilà. Certains, certains gogos, certains l'ont attaqué par rapport à ça, mais c'est absolument ridicule. Hein, voilà. Et pourquoi est-ce que je parle du Pacte des loups maintenant? Parce que je l'ai revu il n'y a pas longtemps, mais aussi parce que j'avais lu quelques critiques assez acerbes sur ce film, voilà, ou disant oui, c'est un melting pot, c'est un gloubi-boulga indigeste, c'est ceci, c'est cela. Que ça avait été édité il n'y a pas longtemps. Alors, malheureusement, je ne me rappelle plus sur quel site j'ai bien pu voir ça. Hein, voilà. Voilà, moi ça m'avait choqué. On peut ne pas aimer le Pacte des loups pour différentes raisons. Si on n'aime pas les films d'aventure, si on n'aime pas les films les arts martiaux, si on n'aime pas les mises en scène amples, et ainsi de suite. Mais dire que c'est un gloubi-boulga indigeste, je suis désolé, c'est totalement ridicule. Voilà, donc fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en dessous, hein, en commentaire, ce que vous avez pensé du Pacte des loups. Si vous n'avez pas vu, foncez. Hein, franchement, c'est un sublime film. Vous m'en direz des nouvelles. Hein, voilà. Quant à la prochaine vidéo, eh bien, ça va se focaliser sans doute sur quelques sorties en salle dont je n'ai pas pu aller voir. C'est vrai que je suis très 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 en retard au niveau cinéma ces quelques temps. Mais bon, les vacances arrivent, je vais pouvoir rattraper tout ça. Allez, salut!